Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le Perrault de Patricia Bouchenaud-Deschamps vient de paraître chez Fayard et Franck Ferrand reçoit cet après-midi la biographe. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le Chaboté, Peau d'âne, le Petit Pousset, Barbe Bleue, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge. Ces contes délicieusement cruels, à la fois fantastiques et pleins de réalisme merveilleux, font partie évidemment et pleinement partie de notre imaginaire collectif. Ils sont écrits dans cette langue du grand siècle tellement merveilleuse. Alors, qui était vraiment Charles Perrault, l'auteur de ces contes? D'abord, était-il vraiment leur auteur? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et après quoi, Lorena Martin nous emmènera au château d'Ussé, sur les pas de la Belle au Bois dormant. Et oui, vous voulez que je vous le dise, Anissa, cette émission s'ouvre littéralement comme un conte de fées. Alors, allons-y, fermons les yeux. Il était une fois. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Les récits sont la joie des enfants qui adorent frissonner à toutes ces histoires peuplées d'ogres et de fées. Ils aiment rêver, forger des songes sur des formulations presque kabbalistiques. Les bottes de 7 lieues, le chausson de verre à hier, tire la chevillette et la bobinette cher rat. Ces contes sont au nombre des plus parfaits, des plus classiques jamais écrits. On peut les compter au nombre des créations impérissables du grand siècle. Et le nom de leur auteur, Charles Perrault, est mondialement connu. Le nom seulement, parce que, disons-le, et c'est très agréable de savoir que Patricia Bouchenaud-Deschamps est avec nous cet après-midi pour essayer de combler toutes nos lacunes. En dehors de cela, on ne connaît pas très bien cet académicien, avocat, contrôleur des bâtiments, frère du célèbre architecte Claude Perrault, l'auteur de la colonnade du Louvre, qui a fait partie de la petite académie fondée par Colbert pour tresser des louanges à Louis XIV. On ne le connaît pas très bien, on le connaîtra mieux d'ici à 1 heure à mon avis. Disons la vérité, pendant longtemps, la vie de Charles Perrault est passée complètement au deuxième plan. On s'intéressait surtout à son œuvre. Et encore, au milieu de cette œuvre abondante, on a retenu essentiellement, et vous avez vu à quel point je les ai mis en avant depuis le début de l'émission, les célèbres contes et le recueil de Mamerlois. Or, et c'est le paradoxe, on n'est même pas tout à fait certain que les fameux contes, autant dire la seule chose donc qu'on ait retenu de ce monsieur, soit absolument de lui. Vous avez bien entendu, certains ont remis en cause la paternité de Charles Perrault sur Cendrillon le Chaboté et autres jolies histoires. Alors, si ce n'était lui qui les a écrits, qui aurait-ce pu être? Eh bien, son fils, répondent certains. La publication des contes sous le nom de Pierre Perrault d'Armancourt ne devait être que celle d'aimables bagatelles destinées à servir sa carrière, la carrière du père, évidemment, nous dit Patricia Bouchenaud-Deschamps. Cependant, très vite, la part qui aurait pu lui revenir ne semble être prise au sérieux par aucun lecteur. L'abbé Dubos y revient même dans ses entretiens sur les contes de fées, parus 2 ans plus tard. Dans ce dialogue entre un provincial et un parisien, le premier ne manque pas de faire allusion aux contes, je cite, que l'on attribue au fils d'un célèbre académicien. Le second, mieux renseigné, assure que, je cite, « Quelque estime que j'ai pour le fils de l'académicien dont vous me parlez, j'ai peine à croire que le père n'ait pas mis la main à son ouvrage. » Et c'est ça la vérité. Quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre? En voilà une belle question à poser à notre invité aujourd'hui. C'est assez tard que Charles Perrault se mette à l'écriture des contes. Il a une 60aine d'années. Le premier de ses contes en vers, c'est Griselidis. Il le lit publiquement à l'Académie française en 1691. Il faut vous dire qu'il est membre de l'Académie, on y reviendra plus tard. Cette histoire de Griselidis n'est pas nouvelle, elle vient du Boccace, vous savez, de Giovanni Boccaccio, l'écrivain italien du XIVe siècle. C'est l'histoire de la marquise de Saluces, une histoire qui s'est passée au XIe siècle. Au départ, une pauvre gardienne une gardeuse de moutons, qui va épouser l'un des plus riches seigneurs du Piémont, le marquis de Saluces. Il la soumet à de rudes épreuves. Ce conte de Perrault est publié séparément avant d'être réimprimé avec Peau d'âne et les souhaits ridicules, donc là en 1694. De même, l'histoire de Peau d'âne n'est pas nouvelle, puisque c'est un vieux récit qu'on trouve déjà chez Bonaventure des Perriers, Escaron, Cyrano, La Fontaine, Ray, etc. Y font eux-mêmes allusion. Alors,
il y a évidemment le style des contes, emprunté à la tradition populaire, à une littérature orale, où se mêle constamment le réel au merveilleux, merveilleux personnifié par les fées et autres personnages types comme les ogres, les princesses, etc. Et une langue qui, elle, est cristalline, magnifique, dans une rédaction simple, naïve. On peut dire de Perrault qu'il se réapproprie l'imaginaire médiéval et chevaleresque. Je vous lis, si vous voulez, un extrait de Peau d'âne. C'est que le père de Peau d'âne a avoué son amour à sa fille qui est en pleine discussion avec sa marraine, la fée, et c'est d'ailleurs cette dernière qui lui parle. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écoutez sa folle demande, serait une faute bien grande. Mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne, pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit de la couleur du temps, malgré tout son pouvoir et toute sa richesse. Quoique le ciel en tout favorise ses vœux, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. Vous voyez que tout est là, tout est ramassé, si je puis dire, dans cette magnifique langue, dans ces vers très simples d'une certaine manière. Alors, Perrault va écrire, publier des contes indépendamment et sous forme de recueils. Et dans les recueils, disons-le, il n'ose imprimer son nom. Que ce soit en 1695, sur une copie manuscrite des contes de Mamerlois adressés à Mademoiselle, donc la sœur du futur régent, recueil extrêmement rare qui comprend 5 contes en prose, La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue, Le chat botté, Les fées. Le recueil ensuite sera publié sans nom d'auteur non plus, sous le titre Histoire ou conte du temps passé, donc là en 1697, avec 8 autres contes, des contes en prose, augmentés de 3 nouveaux contes en prose, Cendrillon, La petite pantoufle de verre, donc ça c'est le même, Cendrillon ou La petite pantoufle de verre, pardon, c'est le titre, Riquet à la houppe et Le petit pousset. Les 5 contes précédents subissent des remaniements, etc. Tout ça somptueusement illustré, j'ai besoin de le dire. Charles Perrault ne signe pas ses ouvrages. Et sur ces 2 recueils, des annotations semblent même indiquer que ce n'est pas lui qui les aurait écrits. Le recueil de Mademoiselle, par exemple, nous dit que les contes sont précédés d'une épître dédicatoire, donc à Mademoiselle, donc à la princesse. L'épître en question est signée par P. d'Armancourt. On ne trouvera pas étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer ce recueil, etc. Bon, c'est quand même assez... Alors, qui est le P. d'Armancourt? C'est Pierre. Pierre d'Armancourt, qui est le 3e fils de Charles Perrault, on en parlera tout à l'heure. Né en 1678, il a... 15 ans, 16 ans au moment des premières parutions. Même chose avec la parution de 1697. Le recueil est précédé d'une épître dédicatoire signée Pierre d'Armancourt. Alors, est-ce qu'il est vraiment l'auteur des contes? Il y a des arguments pour. Il est certain que la contrefaçon de l'original qui est paru chez un libraire de La Haye, comme ça se faisait souvent, et il paraît en l'occurrence chez Moutiens la même année, porte le titre dans le titre par le fils de Monsieur Perrault de l'Académie française. Ah oui. Là au moins c'est clair. Oui. Sachant que Moutiens a publié les contes de Perrault séparément dès 1694 quand même. Il savait donc probablement d'où venait tout ça. Et par ailleurs, Mademoiselle l'Héritier, qui va publier des contes, qui sont ses propres contes à elle, en 1696, c'est-à-dire 1 an avant le volume de Perrault, parle dans la dédicace de son propre livre. Et elle le dédicace à la fille de Charles, donc à Mademoiselle Perrault. Elle parle, je cite, de contes naïfs qu'un de ses jeunes élèves, P. d'Armancourt, a mis depuis peu sur le papier avec tant d'agrément. Les contes de Perrault étaient déjà connus et attribués donc au fils. Alors, certains vont vous dire, mais le fils, en vérité, n'a servi que de prête. Non. Charles Perrault, qui avait 68 ans, aurait eu scrupule à publier sous son nom un ouvrage qui pouvait paraître aussi futile. Et par ailleurs, à la fin de sa vie, il est vrai qu'il s'occupait beaucoup de l'éducation de ses enfants et qu'il aurait donné à son fils ses récits de nourrice un peu comme des exercices d'études, si vous voulez. La naïveté des phrases enfantines du jeune Perrault d'Armancourt lui ayant paru favorable à ce genre de composition, il la conserva en partie et disposa tout pour l'impression, nous dit Walkener. Alors,
C'est vrai qu'au moment de l'écriture, parce que là on parle de la publication, mais au moment de l'écriture, le jeune Perrault aurait eu quoi, 10 ans, 12 ans, vous imaginez, ça paraît quand même assez peu. Jeune, ouais. Ça fait jeune quand même. Hein. Alors pour Welkener, lorsque le livre paraît en 97, on ne fut pas dupe du stratagème, dit-il. Perrault lui-même ne désirait pas qu'on s'y trompât, puisque son fils était tout au plus âgé de 10 ans. Alors là, non, monsieur, car au moment de la publication en question, le jeune Perrault, Pierre d'Armancourt, lui, a déjà 20 ans. Vous voyez que la question n'est peut-être pas aussi simple qu'elle pourrait le paraître. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez cet après-midi, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire de Charles Perrault. C'est une émission qui sent bon l'enfance, puisque nous découvrons ses contes avec cette question aujourd'hui. Est-ce vraiment Charles Perrault qui a écrit ces contes? Mais avant de poursuivre sur l'écriture des contes, Charles Perrault, c'était quelqu'un, on le connaît peu, c'était quelqu'un qui était proche de la cour? Ah mais bien sûr, vous allez voir qu'avec son frère Claude, il appartient même à ce qu'on peut appeler les premiers cercles du pouvoir, incontestablement. Nous en parlerons longuement tout à l'heure avec Patricia, bien sûr. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, c'est les mémoires de ma vie qu'il rédige au tout début du XVIIIe siècle, entre 1700 et 1703, il raconte sa première entrevue avec Louis XIV. Monsieur Colbert me mena faire la révérence au roi. C'était dans le temps que la reine mère tomba malade, donc on est en 1665-6, malade de la maladie dont elle mourut. Le roi était dans une petite garde-robe derrière la chambre de la reine, d'où il allait à tout moment la voir, la servant dans sa maladie presque dans tous ses besoins, soit pour lui donner à boire, soit pour lui porter des bouillons. Jamais fils n'a davantage honoré sa mère. Vous voyez que pour assister à des scènes de ce degré d'intimité, il faut quand même faire incontestablement partie des milieux importants. Il a commencé à écrire tout jeune, Charles, et avec son frère Claude, il avait même réalisé une parodie de l'Énéide qui s'appelait l'Énéide burlesque. On est là en 1648, ce qui veut dire qu'il avait 20 ans. Il s'essaie au genre galant avec dialogue de l'amour et de l'amitié en 1660. On est encore dans quelque chose qui sent la préciosité, plus ou moins. C'est l'arrière, c'est la queue de la comète, si je puis dire, sans vouloir parler bien sûr de la comète de Halley. Le miroir ou la métamorphose d'Orante également la même année. Et puis alors il va devenir l'historiographe, s'il vous plaît. C'est-à-dire que là, bien sûr, il va donner des éléments officiels. Le siècle de Louis le Grand, 1687, qui lui vaudra un certain scandale, on en reparlera tout à l'heure, parce que ça a eu un rôle très important, ça, dans la vie intellectuelle du temps. Le parallèle des anciens et des modernes entre 88 et 92, etc. Il a fait des études littéraires au collège de Beauvais, à Paris. Il faut vous dire que sa famille est très aisée, on y reviendra tout à l'heure. Il est le dernier d'une famille de 7 enfants. Ce qu'il dit lui-même de son enfance est intéressant. Toujours les mémoires, ces mémoires de ma vie. Je suis né le 12e jour de janvier 1628 et né jumeau. Mon frère François mourut à 6 mois. Ma mère se donna la peine de m'apprendre à lire, après quoi on m'envoya au collège de Beauvais à 8 ans et demi. J'y ai fait toutes mes études. J'ai toujours été des premiers dans mes classes. Je prenais tant de plaisir à disputer en classe, à disputer, c'est-à-dire à prendre la parole, tout simplement. J'aimais autant les jours, j'y allais que les jours où j'y allais que les jours de congé, dit-il. Comme j'étais le plus jeune et un des plus forts de ma classe, mon régent avait grande envie que je soutins ma thèse et mon père et ma mère ne le voulurent pas à cause de la dépense qu'engage cette cérémonie. Bref, il va devenir avocat. Il est reçu en 1651 après avoir obtenu donc sa licence, s'est inscrit au barreau. Disons les choses, il s'ennuie relativement. Et c'est en qualité de commis chez son frère, qui était receveur général des finances, qu'il va commencer dans la grande carrière, si l'on peut dire. En 1665, le voilà au service de Colbert à la surintendance des bâtiments du roi. Colbert est l'homme tout puissant à l'époque. Vous imaginez qu'il est chargé de la politique artistique, littéraire, notamment. Et c'est là que Perrault va jouer un rôle très important. Il est secrétaire de séance de la petite académie, je l'ai dit tout à l'heure. Il sera contrôleur général de la surintendance des bâtiments du roi plus tard. C'est Perrault qui suggère au grand ministre l'idée de la colonnade du Louvre. Nous verrons dans quelles conditions ça, qui sera donc réalisé par Claude Perrault. Il contribue aussi à la fondation de l'Académie des sciences, à la reconstitution de l'Académie de peinture. On est dans cette période tellement glorieuse du règne de Louis XIV où se fondent toutes les nobles institutions sur lesquelles j'ai envie de dire que la vie culturelle française continue de courir 4 siècles plus tard ou 3 siècles et demi plus tard.
Alors, il a contredit quand même Colbert sur son projet de fermer le jardin des Tuileries aux Parisiens. Je le cite, ça c'est magnifique. « Allons aux Tuileries en condamner les portes, me dit Monsieur Colbert. Il faut conserver ce jardin au roi et ne pas le laisser au peuple qui, en moins de rien, l'aurait gâté. La résolution me paraît bien rude et bien fâcheuse pour tout Paris. Quand il fut dans la grande allée, je lui dis... Vous ne croiriez pas, monseigneur, le respect que tout le monde a pour ce jardin. Non seulement les femmes et les petits-enfants ne s'avisent jamais de cueillir aucune fleur, mais même d'y toucher, ils s'y promènent tous comme des personnes raisonnables. Les jardiniers peuvent, monseigneur, vous en rendre témoignage. Ce serait une affliction publique de ne plus pouvoir s'y promener. Monsieur Colbert fit le tour du jardin, nous dit Perrault, donna ses ordres et ne parla plus d'enfermer l'entrée. J'eus bien de la joie d'avoir empêché qu'on ôtât cette promenade au public. C'est ce qui s'appelle se donner quand même le beau rôle, mais c'est ce qui s'appelle aussi donner toutes les apparences du brave homme. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous découvrons un homme dont nous connaissons le nom depuis notre plus tendre enfance. C'est Charles Perrault qui est au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à 15h. Alors Franck Ferrand, on l'a vu, il était proche de la cour, il a écrit ses fameux contes et il rentre à l'Académie française. Oui, alors il est même rentré avant à l'Académie, avant les contes, puisqu'il est élu en 1671. Il avait à l'époque 43 ans. On dit que c'est lui qui est à l'origine de l'idée des jetons de présence à l'Académie, qu'il a eu aussi l'idée de rendre publiques les séances de réception et de faire les élections par scrutin et par billet, afin, dit-il, que chacun fût dans une pleine liberté de nommer qui lui plairait. Et oui, c'est vrai que quand on faisait autrefois quand l'Académie se contentait d'enregistrer les demandes royales, c'était un peu moins libre. C'est lui qui va rédiger la préface du dictionnaire de l'Académie, la préface du dictionnaire de 1694, donc première édition si je ne m'abuse. Charles Perrault déclenche les hostilités le 27 janvier 1687 dans ce qui va devenir la célèbre querelle des anciens et des modernes. Ça, c'est très passionnant. Il présente son poème « Le siècle de Louis le Grand ». Il fait l'éloge de l'époque de Louis XIV comme une sorte d'époque d'âge d'or, si vous voulez, tout en remettant en cause la fonction du modèle antique. C'est ça qui est essentiel. Et il va placer pour la première fois le XVIIe siècle, tenez-vous bien, au-dessus de tous les précédents. C'est tellement contraire à toutes les idées du temps où l'on pensait que quoi qu'il arrive, l'Antiquité était de toute façon toujours au-dessus de nous, si vous voulez. Eh bien là, dit-il, on a dépassé, on est au-dessus. Réaction d'un certain nombre d'ennemis, dont Boileau, bien sûr, protestation. C'est le début de la querelle. Perrault peut apparaître comme le chef de file des modernes. La polémique va entrer autour de deux modèles, si vous voulez, le principe de l'imitation orientée vers l'Antiquité comme perfection absolue, et puis d'autre part un principe d'imagination. C'est un peu mimétiste contre Fantasia, si vous voulez. Déjà, c'est un peu, une fois de plus, Aristote contre Platon, mais en tout cas, c'est la création du siècle contre l'imitation des siècles passés. Bataille qui va se perdurer pendant tout le siècle des Lumières, qui perdurera jusqu'à l'époque romantique et probablement au-delà, et qui s'étendra bien au-delà des frontières françaises. Regardez à quel point c'est devenu un débat fondateur dans les pays alémaniques, bien entendu. Alors, c'est vers la cinquantaine que Perrault se retire des affaires. Quel sage cet homme-là, dis-je, sans regarder personne. Occasion pour lui de se consacrer un peu à ses collections, on va en parler tout à l'heure, à sa vie, tout simplement, à ses enfants. Il a épousé une jeune femme de 19 ans, 1671, Marie Guichon. Ils ont eu 4 enfants. Elle est morte en 1678. Patricia nous racontera cela tout à l'heure. J'allais me loger en ma maison du Faubourg Saint-Jacques, qui était proche des collèges, me donnait une grande facilité d'y envoyer mes enfants, ayant toujours estimé qu'il valait mieux que des enfants vinssent coucher à la maison de leur père, quand cela se peut faire commodément, que de les mettre pensionnaires dans un collège où les mœurs ne sont pas en si grande sûreté. Je leur donnais un précepteur et moi-même j'avais soin de veiller sur leurs études, dira-t-il toujours dans les fameux mémoires. C'est à cette époque donc que se placent les fameux contes qui justifient sans doute que nous parlions aujourd'hui encore de Charles Perrault, les contes du père, les contes du fils, les contes appartenant un peu aux deux. Oh, j'ai très envie de poser la question à notre invité d'aujourd'hui. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 en direct du Tour de France. Et la première étape entre Noirmoutier-en-l'Île et Fontenay-le-Comte, on vous retrouve sur place, Axel May.
Oui, effectivement, il reste une cinquantaine de kilomètres à parcourir. Autrement dit, ils vont vite, les coureurs. Ils sont vraiment en avance sur les horaires et arrivés, à mon avis, d'ici 1 heure. Marguerite Lefebvre, vous êtes au niveau de l'échappée. Toujours 3 Français, le Danois, Cousin et Offredo. Oui, 3 échappés qui vont vite, vous l'avez dit, mais pas suffisamment. Ils n'ont pas réussi à creuser l'écart aujourd'hui. Cet écart qui continue de fondre. 1 minute et 25 secondes d'avance seulement pour ces 3 échappés. Une information, Axel, on redoutait le vent aujourd'hui sur ce tracé en bord de mer. Et ben du vent, il n'y en a quasiment pas. C'est un piège de moins pour les coureurs. Pas de vent. En revanche, il fait chaud. 33 degrés au thermomètre de la moto Europe 1. Merci à Marguerite Lefebvre et donc les 3 hommes de tête qui seront forcément rattrapés parce que c'est une étape, on le dit depuis le début, qui est réservée pour les sprinteurs ici à Fontenay-le-Comte, sous-préfecture de la Vendée. Merci Axel, mais on vous retrouve à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Charles Perrault avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. Bonjour Patricia Bougenot-Deschamps. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Perrault. Votre ouvrage paraît là, hein, vraiment, oui, ça ne peut pas être plus d'actualité. Pour le printemps et le jour de la langue française. Il sort chez Fayard, ce Perrault, qui est une biographie comme toujours avec vous, très fouillée, très documentée, avec une grande précision sur les termes d'époque, ce qui est essentiel, et sur les emplois que chacun peut occuper. Alors, pardon, mais répondez, parce que je remarque dans le livre, vous ne vous mouillez pas, si je puis dire. Est-ce que Perrault a, oui ou non, écrit ses contes ? Nous n'avons pas manqué d'eau pourtant au printemps. A-t-il, oui ou non, écrit ses contes ? Si, on comprend. Puisque dès vous le nous départ, laissez entendre que oui, là, très clairement. Dès le départ, je mêle intimement contes et personnages parce que effectivement, comme vous l'avez très bien retracé, les choses sont complexes dès la première parution, dès ce fameux manuscrit qui est dédicacé avec ces 2 initiales PP pour Pierre Perrault. Alors, j'ai envie de commencer par une devinette, oui, avant de vous répondre. Cette devinette, elle tombe bien puisque nous sommes sur la journée de la langue française. Et c'est cette fameuse Cendrillon et sa petite pantoufle de verre. J'ai cru entendre que ça s'écrivait VAIR, hein, n'est-ce pas ? Pas dans l'édition originale. Mais non. Qui est le coupable ? Parce que tout le monde, si vous demandez comment s'écrit la pantoufle de verre, vous avez 99% des gens qui vont lever le doigt et qui vont écrire VAIR. Et, le verre étant la fourrure d'un petit écureuil. Hein. Voilà. Mais si on y réfléchit bien, on se dit, mais que vient faire une fourrure, une pantoufle de fourrure dans un conte, où ensuite les sœurs de Cendrillon n'entreraient pas, alors que c'est tellement élastique de la fourrure, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le coupable, c'est Honoré de Balzac. Et c'est d'autant mieux divulgué que tout cela a été repris dans la magnifique parution illustrée par Gustave Doré, qui vient d'être rééditée. Donc on revoit de nouveau Cendrillon et la pantoufle de verre. Mais comment l'avait écrit Charles Perrault ? Tout simplement VE2RE. Et c'est Anatole France qui nous donne la réponse évidente, puisque forcément elle était fée magique. Et donc une pantoufle de verre, c'est le seul... Ça fait beaucoup plus rêver qu'une pantoufle de fourrure, entre nous soit dit. Ça fait un peu 19e, bourgeois, un peu plan-plan. Là, le rêve n'y est pas du tout. Oui, on n'est pas en chaussons. Et puis le verre, ça se casse, le verre, c'est transparent, le verre, c'est érotique, si j'ose dire, hein, tout simplement. Et puis personne d'autre ne pouvait entrer dans cette petite pantoufle. Voilà. Donc ça, c'était ma petite devinette. Les contes, je n'ai pas répondu. Bon. Alors, évidemment, à la fois, ça n'est pas lui qui les a écrits, puisqu'il a puisé dans un vieux fond populaire, cette espèce de chaudron qui est la mémoire. Ça, tout le monde est d'accord. Oui, et donc, voilà, il les a donc repris. Ensuite, qui les a écrits ? Pourquoi ne les aurait-il pas écrits ? Il l'annonce lui-même dans ses mémoires. Ces mémoires qui sont très paradoxaux, puisqu'ils sont écrits soi-disant pour ses enfants. Prenez la date, 1702, il n'en reste plus qu'un, tous les autres sont morts. Des mémoires qui sont les mémoires d'un amnésique, ou de moins de quelqu'un qui fait le tri. Qui fait le tri et qui met en valeur un certain nombre de choses, et qui tait énormément de choses jusqu'au nom même de ses frères, qui sont simplement désignés par leur fonction. Et donc, dans ses mémoires, il nous dit tout simplement, il est à la fin, il dit, il est temps que je dise en prose ce que j'ai dit en vers. Je vais donc écrire les parallèles, puisque les 2 autres écrits importants, ce sont les parallèles et les hommes illustres. Mais ça annonce également la publication de ces fameux contes. Et la presse de l'époque ne s'y est pas trompée,
car quand les contes paraissent en 1797, le Mercure galant, tout simplement, ajoute bien, sans préciser l'auteur, mais il les annonce immédiatement après avoir annoncé le 4e tome des Parallèles de Charles Perrault, ainsi que le 1er tome des Hommes illustres. Donc tout cela va aller très très vite. Et effectivement, les enfants ont certainement recopié ces contes. Certainement, il a voulu pousser. Est-ce que Pierre n'aurait pas contribué d'une certaine manière? Pierre a certainement fait de la copie, a écrit, et certainement Charles a voulu mettre en scène son fils. Mais c'est très très curieux. Pourquoi le dédicacer à Mademoiselle alors qu'il est très proche du dauphin? Il y a tout un certain nombre d'éléments qui ne coïncident pas dans cette histoire, et surtout, c'est une histoire qui est terriblement tragique puisqu'elle va très mal se terminer. Ah oui. Vous nous racontez une affreuse affaire concernant le jeune Pierre. Hein. Voilà, donc le jeune Pierre, effectivement, l'année même où paraissent les contes, se trouve pris à partie et tue un jeune voisin, donc d'un coup d'épée, est obligé donc de partir. On essaie de calmer l'affaire en payant la famille, en quelque sorte. On essaye de dédommager la famille qui n'est plus qu'une femme seule. Hein, elle n'avait qu'un fils unique, elle est veuve. Donc on se rend compte, voilà, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se mettre en place, à la fois avec lui, mais aussi avec sa fille. Et en fait, on se rend compte que toute cette histoire de Charles Perrault, qui commence tel un conte, celui du Petit Poucet, parce que Charles Perrault est le dernier d'une fratrie de 7 enfants, un jumeau avec un jumeau mort. Qui va mourir à 6 mois. Oui. Et comme le Petit Poucet, c'est le plus malin, c'est lui qui va mettre en scène tous ses frères et sœurs les uns après les autres, parce que contrairement à ce récit, au récit qu'il fait lui-même de sa vie, on se rend compte que les frères de Perrault, les uns après les autres, vont tomber comme des dominos, et c'est lui qui porte ça jusqu'à un certain point. Alors justement, si vous êtes d'accord, nous allons entrer de plein pied dans ce conte vrai qu'est l'histoire de Charles Perrault, sa vie à lui, une vie relativement méconnue, mais qui l'est de moins en moins grâce à vous. Des amants magnifiques de Jean-Baptiste Lully à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Charles Perrault. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Charles Perrault parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, en ce 20 mars, nous célébrons la journée de la francophonie et la journée internationale de la langue française. Alors nous en savons plus sur le parcours de Charles Perrault. Nous allons découvrir sa personnalité maintenant avec votre invité, Franck. Vous recevez Patricia Bouchenaud-Deschamps. Elle est historienne, auteure de biographies, d'essais et de romans. Et elle est l'auteure de Perrault, paru chez Fayard aujourd'hui. Et Patricia parlait hier tout près d'ici, d'ailleurs, chez la grande maison de vente Arcurial, où l'on présentait un portrait méconnu, même inconnu de Charles Perrault. Ça, c'est toujours très émouvant, Patricia. Oui, absolument, puisque on savait par l'inventaire qu'il a fait au moment où il s'est marié, précieux inventaire, c'était le seul que l'on avait jusqu'à présent, jusqu'à ce que j'en trouve d'autres, de ses biens. Et on savait donc que Charles Lebrun, le grand Charles Lebrun, avait fait de lui un pastel, ainsi qu'un grand portrait à l'huile. Et donc, c'est ce pastel
qui surgit sur le marché de l'art. Le portrait, lui, on le connaît. Non, absolument pas. On connaît le portrait à l'huile que l'on connaît, mais on connaît pas du tout un autre portrait passionnant par l'Allemand qui a été fait en 1671 dans des conditions très particulières. Après son mariage, il est au moment où il entre à l'Académie française. Et ce portrait, c'est toute une histoire très également que je raconte. Oui. Mais c'est surtout, il y a une histoire derrière, c'est un portrait de famille, avec tous les objets cachés. Là, on est en 1665, donc assez tôt dans sa carrière, il vient d'être nommé commis, il y a ce double portrait, donc cette esquisse, ce pastel, terriblement émouvant, que l'on ne connaissait que parce qu'on savait qu'il était dans cet inventaire. Il est passé en vente en 1900, mais on n'avait pas de photo. Et on a cette gravure de Baudet qui avait été faite en 1675, donc 10 ans plus tard, qui avait un petit peu durci les traits. Mais là, c'est extrêmement émouvant. On a ce Charles Perrault qui nous apparaît pour la première fois, donc à la fois assez jeune. Tout en douceur, on peut dire. Tout en douceur, un côté un peu rêveur, avec en même temps une lèvre un petit peu gourmande. On devine plein de choses. On devine ce Perrault, une face de ce Perrault, car il y a plusieurs faces dans Perrault. C'est ce Perrault à la fois imaginatif, terriblement surprenant, tel qu'on va pouvoir le découvrir après. Donc, et puis c'est un feuillet magnifique qui reprend d'autres feuillets de même format qu'on connaît, qui sont au Louvre, et qui nous montrent aussi tout le talent de Lebrun et la diversité de la palette qu'il utilise pour montrer les caractères. Lebrun, immense portraitiste, comme j'ai souvent, régulièrement l'occasion de le dire, parce que c'est un aspect qu'on passe systématiquement sous silence dès lors qu'on parle de lui. Alors, revenons à la vie même de Charles Perrault. J'ai dit tout à l'heure qu'il était issu d'une famille cossue. On doit pouvoir dire ça, d'une certaine manière. Oui, d'autant plus que j'ai retrouvé l'inventaire après décès de son grand-père, qui était brodeur du roi, où on le voit donc à Tours, Jean. Voilà, qui était avec une maison avec 10 grandes pièces, plus les boutiques, etc., etc. Il a un certain nombre d'enfants, dont un fils brodeur du roi lui aussi, et parmi ses enfants, le père de Charles, qui s'appelle Pierre. Nous avons 3 Pierres dans l'histoire de Charles, il ne faut pas se tromper. Donc son père, un frère aîné et son dernier fils. C'est la raison pour laquelle ensuite on retrouve dans les contes le prénom de Perrault qui nous emmène dans d'autres histoires. Et donc une famille effectivement cossue, d'avocats, et en même temps une famille d'une fortune raisonnable, parce que si on commence à se promener dans leur maison de campagne, où j'ai retrouvé aussi le contenu, elle est à la fois extrêmement confortable par le nombre de fauteuils qui permet d'accueillir des écrivains, des musiciens, énormément d'amis, des tables de jeu, très etc. Ouverts à la culture. Donc des gens très 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 ouverts à la culture, qui aiment rire, qui aiment aussi les grands banquets, les grandes tables à cuisiner immenses. Et puis on parle de recettes de cuisine. Vraiment, on se pourlèche les babines et on se lèche les doigts dans la sauce d'orange pour les cailles et les gélinottes. Enfin, on se régale avec eux. On est dans un intérieur en même temps où on se dit tiens. On voit des porcelaines, on voit des bustes, et puis on s'approche. Non, ce ne sont pas des porcelaines de Chine ou d'autres. Ça vient de la manufacture voisine. Les bustes sont de papier. Tiens. Beaucoup. Y aurait-il déjà du trompe-l'œil chez Perrault ? Décor. On est en décor. Et puis, on a aussi des merveilleux dessins. Son frère Claude, quand Perrault a 8 ou 9 ans, nous a laissé des dessins merveilleux qui nous montrent cette maison de Viry. On voit le talent de dessinateur de Claude, celui à qui on attribue la colonnade du Louvre, ou du moins il se l'attribue, et une affaire ô combien compliquée. L'image que l'histoire sociale et l'histoire des élites du XVIIe et du XVIIIe siècle nous a donnée depuis maintenant 40 ans, fait qu'on imagine ce genre de famille littéralement occupée à gravir l'échelle sociale. C'est ce que nous racontent tous les historiens, etc. Vous nous montrez que chez les Perrault, c'est plus complexe que ça, en fait. Tout à fait, parce que si effectivement on s'applique, comme on le faisait à l'époque, à se faire la courte échelle pour pouvoir obtenir des postes, il y a quelque chose d'assez raisonnable chez les Perrault. On rêve du pouvoir, mais on rêve du pouvoir d'une manière très intellectuelle. C'est une famille avant tout d'intellectuels. Quand vous racontiez tout à l'heure effectivement la formation de Perrault, la manière dont ils traduisent, il faut revoir ce contexte où c'est une famille qui est proche de Port-Royal et des jansénistes, les premiers modernes, qui prônent une éducation en français et pas en latin, même si on maîtrise parfaitement la langue latine, et pas mal
le grec. Évidemment, Racine aura beau jeu de dire que Perrault ne maîtrisait pas le grec pour une histoire de mauvaise traduction prise à un moment donné. C'est quand même quelqu'un qui a une immense culture, comme toute sa famille. Mais on est dans ce milieu où on souhaite lire les œuvres dans l'intégralité et pas simplement par extrait. On est donc dans une famille extrêmement cultivée et où on s'amuse énormément. Ce sont des gens très joyeux. Donc on voit un siècle à la fois grand, joyeux, festif, irrévérencieux, et tout cela se mêle pour donner une carrière qui n'a rien à voir avec les carrières traditionnelles. Une carrière qui, dans le cas bien spécifique de Charles, passe quand même par le clan Colbert et par la personne du grand ministre Colbert, Jean-Baptiste. Et comme vous le savez, il n'y avait pas de meilleure façon autrefois, à cette époque-là, et on en rêve encore, que de faire sa cour au pouvoir qu'en écrivant pour le théâtre. Et donc, c'est effectivement, lui, ça va être donc par l'écriture qu'il va se faire remarquer, et c'est pour sa plume que Colbert va l'engager. Il va l'engager pour son art de la concision, et au sein d'une petite équipe qu'on va appeler la Petite Académie, qui va devenir l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour rédiger ces textos, ces Twitter, ces petits tweets que l'on envoie et qui sont imprimées, gravées sur des médailles qu'on enverra partout dans le monde, et qui seront écrites sur ces grands recueils, inscrites dans ces grands recueils magnifiquement illustrés, pour illustrer les fêtes, etc., sur les monuments. Donc, il est engagé pour immortaliser les gloires du temps, c'est bien ça. Absolument. C'est pour véritablement mettre en valeur la grandeur d'un règne naissant, un règne qui est attendu, qui a été préparé, fabriqué par Richelieu, par Mazarin, et dans lequel Louis XIV va chausser tous ces habits prestigieux qui ont été préparés, et cette équipe est là, et c'est pour cela qu'il a été engagé dans un premier temps. Les relations entre les deux frères sont passionnantes, entre Claude et Charles. Oui, d'autant plus que Charles obtient un autre poste qui est d'être le commis de Colbert quand il est à la surintendance des bâtiments. Ce qui veut dire que notre Charles va se trouver placé au cœur de tous les chantiers royaux, Versailles, le Louvre, Saint-Germain. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre Charles, s'il a énormément de talent, il écrit remarquablement bien, ce sont des passionnés de musique, il va être au cœur de la montée de Lully et va contribuer à cette place unique que Lully va avoir. Il est donc aussi au cœur de la naissance de l'opéra. Son meilleur ami s'appelle Quinault, donc d'où cette querelle avec Alceste. On est dans un moment d'ébullition, on va découvrir cela, mais on découvre également notre Perrault qui chausse les bottes de cet lieu, du Chaboté ou de qui vous voulez, pour faire cette tournée des chantiers, et il a besoin de son frère Claude. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Charles Perrault cet après-midi. Nous allons au-delà des contes. Nous apprenons à connaître l'homme grâce à votre invitée Patricia Bouchenaud-Deschamps. Elle est historienne, auteure de biographies, d'essais et de romans. Et elle est aussi et surtout l'auteure de Perrault, paru chez Fayard. Et je me disais qu'en ce jour de la langue française, on aurait pu peut-être mettre à l'index les pubs qui maltraitent la langue française. Il y en a une qui vient de vous énerver. Ça aurait été pas mal peut-être en fait. C'était un académicien, j'allais dire dans l'âme, Charles Perrault. Absolument. Et un organisateur hors pair. Donc amoureux de la langue française pour la défendre de manière virulente et depuis toujours, avec une mauvaise foi qui lui vaudra évidemment les foudres de ses deux ennemis, Boileau et Racine. Il faut dire que c'est à la fois un conflit personnel et un conflit intellectuel. Nous sommes effectivement avec un personnage qui, pour défendre la langue française, va de temps en temps employer des moyens qui ne sont pas tout à fait académiques, surtout dans sa maltraitance des anciens. Mais c'est ça, c'est-à-dire que là, il y a une idée très révolutionnaire, très extraordinaire, et qui peut-être s'appuie tout simplement sur une réalité. Depuis des siècles, on n'avait fait qu'essayer d'imiter, avec plus ou moins de succès, les splendeurs magnifiques de la Grèce et de Rome. Bon, c'était les modèles absolus, les modèles antiques, et somme toute, chaque grande période dite de Renaissance, qu'elle soit carolingienne ou qu'elle soit humaniste, s'appuyait sur la redécouverte et la remise en avant des textes d'autrefois. Eh bien là,
sous Louis XIV, on peut dire que la langue, les arts, l'architecture, tout ce qu'on appelait à l'époque les arts majeurs, tout est arrivé à un niveau tel qu'on doit pouvoir dire qu'on peut faire armes égales, jeu égal avec l'Antiquité. Et Perrault va plus loin. Il dit que ce qu'on fait sous Louis XIV est mieux que ce que faisaient les anciens. C'est incroyable d'oser dire ça à l'époque. Hein. Absolument. C'est audacieux. Alors, en même temps, il faut quand même que les auditeurs le sachent. Perrault est quelqu'un qui ne refuse pas les anciens. Mais il met en garde et depuis toujours, ses premières très jeunes, il s'appuie sur un auteur comme Tertullien au 1er siècle après Jésus-Christ qui déjà critiquait les anciens. La critique des anciens remonte en fait avec le christianisme dans la mesure où on estime qu'il y a un aspect moral des anciens qui ne peut pas être satisfait par les modernes. Et ça c'est très intéressant parce que on revient à nos contes, ils étaient assortis de moralité. Il y avait donc une vertu à ces contes et de la même manière, les modernes estiment que le temps qui vient après l'Antiquité propose une histoire qui est plus conforme, je dirais, au bonheur de l'homme. Et ça, c'est très intéressant. Alors, évidemment, notre Perrault, il va très loin parce que certes, il a une parfaite connaissance. Il va, avec cette parfaite connaissance, qu'il intègre dans tout ce qu'il fera, à la fois pour le roi et par Colbert, il va aller plus loin avec, de manière officielle, ce fameux poème en 1687, qui est le pavé dans la mare, le brûlot jeté au sein de l'Académie française. Mais il avait averti tout le monde déjà bien avant, en 1668, avec son poème La peinture à la gloire de Charles Lebrun. Il prenait déjà de se détacher, et c'était très 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 audacieux, parce que Louis XIV se faisait représenter en Apollon et en divinité. Il disait mais que l'on arrête et qu'il se représente en lui-même, que le roi n'a plus besoin de passer par des intermédiaires, il faut le représenter tel qu'il est, et il invitait Lebrun. Il donnait des conseils à Lebrun, ce qui est quand même hallucinant. Lebrun, qui est quand même la cheville ouvrière de la politique artistique du siècle, notre Perrault vient lui donner des conseils. Il faut dire qu'ils sont l'un et l'autre à des postes absolument essentiels. Ça faisait 8 ou 9 ans que déjà sur la grande voûte de la galerie, la grande galerie de Versailles, ce qu'on appelle la galerie des glaces, ça faisait 8 ou 9 ans que déjà Lebrun avait jeté bas les masques et qu'il peignait le roi, sa cour, tels qu'ils étaient et non plus sous des attributs mythologiques ou antiques. Hein. Donc voilà, il y avait ce mouvement-là déjà. Mais 68, c'est Perrault le premier qui donne cette indication, qui stimule. Et donc ça, c'est très intéressant dans cette amitié. Il est le moderne par essence. Il est le moderne par essence. Ensuite, il sera après sa mort repris par Fontenelle, mais c'est vraiment celui qui va être la cheville ouvrière, le fer de lance d'un combat qu'il va mener sur tous les fronts et en utilisant absolument tous les moyens. Et ça, c'est véritablement passionnant, avec certains qui sont d'une mauvaise foi absolue, mais c'est ce qui en fait quelqu'un de profondément drôle. Et ça, je trouve que c'est peut-être l'aspect le plus attachant dans notre personnage. Merci beaucoup, Patricia. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé de religion, alors qu'il y avait des choses fascinantes à dire. On a relativement peu parlé d'affaires familiales, et on peut dire qu'il y en a. Et puis tous les accidents de la vie de Perrault, toutes ces transformations, toutes ces métamorphoses qui d'un petit poucet font un chat botté, et d'un chat botté un barbe bleue. Vous expliquez tout cela, je renvoie nos auditeurs à votre magnifique biographie. Patricia Bouchenaud-Deschamps, Perrault, c'est publié chez Fayard. Merci d'être venu nous donner à voir un des grands hommes du grand siècle. Ça fait du bien de temps en temps de revenir à la pureté du style et de la langue. Merci beaucoup, Patricia Bouchenaud-Deschamps.